l'ennemi puissant qui se cache derrière tout ce que nous subissons ici, que ce soit un Kagame, que ce soit un Léopold II, n'importe qui, ce sont les États-Unis d'Amérique. Un pays comme le nôtre, il faut que les services militaires soient obligatoires, ne fût-ce que pour une année ou deux. Pourquoi ça traîne? Donc c'est l'ensemble de tout ça, chers amis, quand vous découvrez des ennemis comme les États-Unis, qui chez eux font des services militaires obligatoires. La mobilisation, ce n'est pas une affaire de l'État, c'est une affaire du peuple. Le peuple est conscient qu'il est souverain. Quand on dit qu'il est souverain, ça signifie qu'il est le propriétaire du sol et du sous-sol. Le peuple souverain se met ensemble avec ses étudiants, avec ses élites, se mobilise. Les affaires congolaises aux États-Unis sont plus traitées par l'armée que par la politique. Quand on a voulu dire à Félix Tshisekedi que non, il faut négocier avec Kagame, qu'est-ce qu'on a envoyé? On n'a pas envoyé une politique. On a envoyé une Avril Haines, qui est la directrice générale des renseignements américains. Que l'ennemi puissant qui se cache derrière tout ce que nous subissons ici, que ce soit un Kagame, que ce soit un Léopold II, n'importe qui, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et j'ai écrit ce livre intitulé « Mondialisation contre l'Afrique, les armes de destruction massive et la nécessité des États-Unis d'Afrique noire ». Pour dire que la mondialisation dont on parle ici ne signifie rien d'autre que la colonisation américaine du monde. C'est tout simplement ça. Il suffit de lire un suprématiste américain qui s'appelle Huntington, dans son livre Choc des civilisations. Il dit l'Amérique dirige le monde économiquement avec les Japonais, économiquement avec les Chinois, et politiquement nous dirigeons avec les Français et autres. Donc c'est écrit là-bas. Donc n'ayons pas de doute là-dessus. Après la traite négrière, après la colonisation, nous avons la mondialisation qui est la colonisation américaine du monde. Parce qu'ils n'ont pas fait la colonisation. Maintenant, ils colonisent tout le monde. Et je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc j'ai écrit ce livre pour que nous, Congolais, parce que nous hésitons pour nous engager, nous hésitons pour nous mettre au service de notre pays, nous hésitons pour nous mobiliser. Donc c'est pour vous dire que l'ennemi est là. Lui ne va pas lâcher. Ils n'ont jamais lâché. L'ennemi est là, nous devons aller de l'avant, comme a dit mon ami tout à l'heure, nous devons nous mobiliser. Donc, les États-Unis d'Amérique ne sont pas seulement ennemis à la RDC, ils sont ennemis de l'Afrique. Et qu'au jour d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont au stade, ici en Afrique, ils sont au stade de l'émiettement, du découpage. L'Afrique ici est en train d'être découpée et nous, on n'est pas conscients de ça. Depuis le début il y a quelques 20 ans, 10 ans, on a déjà découpé le Soudan, on est en train de découper la RDC, le Mali était dans le processus. Donc on est en train de découper les pays et c'est ça le système américain, comme ils l'ont fait en Amérique du Sud et en Amérique centrale, en découpant les pays, des pays là-bas. Et vous avez des pays comme le Guatemala, qui n'est pas plus grand que Kimbaseke, Salvador, Costa Rica, Panama, Nicaragua. C'est leur système. Mais parce que nous, les Congolais, nous sommes parfois distraits. Vous devez savoir que les Américains que vous voyez là connaissent le Congo, même que les Européens. Pourquoi? Déjà au XVIIIe, XIXe siècle, toutes les grandes expéditions de Stanley, de Livingstone, ont été financées par les Américains. Le professeur Ekambo a publié un travail magistral là-dessus. Tous les grands explorateurs que nous connaissons là, leurs expéditions ont été financées par les Américains. Et pas par n'importe quels Américains, mais par l'armée américaine. C'est ainsi que c'est le général Grant, futur président américain, qui avait financé l'opération de Stanley. Et puis c'est le général Sherman qui avait financé l'expédition de Livingstone. Et les rapports ne vont pas changer. Les affaires congolaises aux États-Unis sont plus traitées par l'armée que par la politique.
Quand on a voulu dire à Félix Tshisekedi que non, il faut négocier avec Kagame, qu'est-ce qu'on a envoyé? On n'a pas envoyé un politique. On a envoyé une Avril Haines, qui est la directrice générale des renseignements américains. On a envoyé le général Folk, qui est le président de la CIA. Donc, chez nous, le Congo et l'Afrique, nous sommes dans un projet géopolitique américain et ça ne va pas nous lâcher si nous ne faisons pas attention. Donc, je voudrais ici dire que pour comprendre tout cela, je vais commencer par le début, c'est-à-dire comment l'Amérique, qui est devenue une grande puissance, comment elle a décidé de prendre l'Afrique en étau, surtout la RDC. Vous savez que c'est après la Deuxième Guerre mondiale où l'Amérique, utilisant les bombes, utilisant l'uranium congolais, a lancé des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Et elle a gagné cette guerre. Elle est sortie, l'Amérique est devenue la puissance victorieuse. Et elle a décidé de s'occuper de l'Afrique. Mais cela n'est pas dû à un hasard. Cela est dû au fait que, comme dit Cheikh Anta Diop, c'est en 1951 que le Bureau américain des mines publie un rapport où il est dit clairement que l'Amérique a perdu ses marchés asiatiques et aussi ses mines de façon irréversible. Les mines qui lui restent, c'est pour une vingtaine d'années, pas plus. Donc l'Amérique, c'est un rapport officiel. Ça s'appelle le rapport Ferson, qui a été publié au mois de juillet 1951. Et l'Amérique a l'obligation de trouver de nouveaux marchés miniers, sinon sa puissance va se perdre. Alors, l'Amérique, qui avait décidé justement de recoloniser le monde, commence par produire une littérature. C'est ainsi que vous avez toute la littérature sur le développement et le sous-développement n'est pas une littérature occidentale, c'est une littérature américaine. Et ils ont même créé des éditions, les Nouveaux Horizons. Je voudrais quand même voir des enfants faire des thèses là-dessus. Toute la littérature ici, sous-développement, développement, le développement signifie que nous devons, nous les Africains, nous sommes les derniers wagons du train en marche. Nous devons suivre le train pour arriver à atteindre la tête du wagon. Toute cette littérature est produite par des grandes universités américaines, Harvard, Princeton. Parce que là, les universités américaines jouent le rôle de puissance. Ce sont elles qui produisent la littérature, les idées et aident les pays à aller de l'avant. Et ils ont même créé ce qu'on appelle les éditions Nouveaux Horizons. C'était pour ça. Donc, ils veulent prendre l'Afrique, ils produisent un lobby anticolonialiste. C'est ainsi qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un lobby américain qui demande à l'ONU, non, les Africains, il faut donner l'indépendance. Ils insistent. Ils insistent. Donc, ils demandent l'indépendance. Ils aident les pays africains à devenir indépendants parce que maintenant, ils voudraient que l'Occident quitte l'Afrique pour qu'eux-mêmes puissent s'en occuper. Ils produisent une littérature adéquate pour nous bloquer le cerveau en disant vous devez vous développer et vous êtes au bout de, n'est-ce pas, au fond du trou, vous devez vous en sortir. C'était leur littérature. Et puis, les rapports faisant effet, ils disent nous devons occuper l'Afrique. Alors, pour comprendre cela, il faut que nous nous éclairions sur trois choses. La première, c'est quelles sont les grandes lignes de la géopolitique des puissances américaines en Afrique. Quelles sont les grandes lignes? Il y a toute une littérature là-dessus, il y a des choses cachées, et des choses vues et inconnues, mais nous pouvons nous référer à un seul document qui s'appelle les rapports 200, produits par Henry Kissinger dans les années 70. Dans ces rapports, Henry Kissinger écrit ceci. Il dit « Pour que l'Amérique puisse continuer à être la grande puissance qu'elle doit être, elle doit surveiller la population mondiale. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes qui naissent, qui grandissent, parce que s'il y a une surpopulation, il y aura ce qu'on appelle la pression sur les ressources. Et la pression sur les ressources va devoir empêcher les Américains à accéder à ces ressources et garder son niveau de grande puissance. C'est pour cela que,
depuis une cinquantaine d'années, les Africains sont toujours sous contrôle des Américains en ce qui concerne la population. Où ils nous contrôlent, ils envoient ici l'USAID qui finance des études sur la population et qui, je vous l'avoue, dernièrement, moi j'ai vu des enfants que je connais, qui touchaient des salaires de 5 000 $ parce qu'ils travaillaient à faire avorter des Congolaises et des Congolaises. 5 000 $, payés par une ONG espagnole, financée par USAID. Et les jeunes gens là se vantaient d'avoir des gros salaires. Donc c'est à voir à quel niveau les Américains sont capables, en suivant ces principes de Henry Kissinger, pour contrôler les naissances en Afrique. Parce qu'il faut le dire, le seul continent dont les tendances démographiques sont à la hausse, c'est l'Afrique, qui en un siècle est parti de 100 000 à 1,5 milliard. Donc les Américains sont sur notre dos. Ça, c'est le premier principe de Henry Kissinger. Le deuxième, c'est les États-Unis doivent empêcher tous les autres pays pour d'émerger comme des puissances. C'est leur devoir. En tant que puissance unipolaire, ils doivent empêcher tous les autres pays qui ont tendance à devenir des puissances. C'est ce qui justifie la guerre qui est menée contre l'Iran, la guerre qui a été menée contre l'Irak, qui a été détruit, la guerre qui a été menée contre la Syrie, et la guerre qu'on mène contre l'Afrique et la RDC. Parce que mine de rien, la RDC a tout ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les grands objets de puissance, c'est-à-dire la population, nous avons des espaces, nous avons des mines, et notre population, si elle est bien formée, nous sommes devenus une puissance. Donc l'Amérique a pour fonction d'empêcher justement que des pays comme ça émergent. C'est dans ce sens que l'Amérique a créé Israël, qui est comme un pays pivot, qui contrôle toute velléité de puissance au Moyen-Orient. Chaque jour, si Israël fait la guerre, Israël peut faire n'importe quoi, l'Amérique sera là, parce que l'Israël fait partie d'un projet géopolitique de puissance. Et aujourd'hui, c'est Kagame, c'est-à-dire notre ami le Rwanda, là, qu'on est en train de placer sur ces jurons, plus le Kenya. Parce qu'on est distrait, le Kenya a été introduit comme membre allié de l'OTAN par les États-Unis. Ruto est en train de raconter beaucoup de trucs là-bas, tout ça, mais il est allé là-bas pour ça. Donc il sera membre allié de l'OTAN, c'est-à-dire chaque fois que vous voulez faire la guerre, l'Amérique peut directement intervenir. Troisième principe, si l'Amérique ne peut pas détruire une puissance concurrente, il faut au moins les contrôler. Il faut au moins contrôler ces pays-là. Il faut lui imposer un espace de guerre. C'est ainsi que l'Amérique continue à supporter Taïwan à la porte de la Chine, alors que c'était un pays habité par des Chinois. On dit non, ce n'était pas un pays avec des Chinois. Mais c'est une guerre qu'on impose à la Chine. C'est-à-dire à tout moment, l'Amérique peut déclencher une guerre parce que ça fait partie de son système. Donc, je voudrais là, c'est rappeler ce principe-là des pays pivots et de la nécessité de contrôler tous les pays qui veulent aller de l'avant. Ce sont les grands principes que je n'ai pu tirer que dans les rapports 200 de Henry Kissinger, le seul document que j'ai pu trouver. Quels sont les moyens que les États-Unis utilisent pour garder sa puissance au top? Le premier moyen et le plus visible, c'est une violence tous azimuts. Cette violence est caractérisée par une course folle aux armements. Les Américains ont détruit l'URSS en imposant à l'URSS une course aux armements folle que l'URSS ne pouvait pas tenir, jusqu'à ce que l'URSS se désintègre. Et aujourd'hui, la Russie, qui devient une puissance, on lui pose une guerre en Ukraine. Ça fait partie de la stratégie américaine de puissance. Comme on impose la guerre à la Chine avec Taïwan, la Russie avec l'Ukraine. C'est comme disait un des penseurs de la géopolitique américaine, Zbigniew Brzezinski, il disait « Une grande puissance doit être en mesure de mener deux grandes guerres concomitamment avec deux ou trois petites guerres. »
C'est ce qui se passe. En Afrique, les États-Unis procèdent par des guerres par procuration. Mais je voudrais plutôt d'abord vous rappeler les moyens économiques que les États-Unis utilisent en Afrique pour détruire nos pays, pour détruire ce qu'on appelle notre puissance interne. Il y a d'abord les exterminations. Il y a des coups d'État, il y a des guerres civiles, il y a la sud-américanisation, et économiquement, ils utilisent les ajustements structurels, les ajustements fonciers, la balkanisation, la sud-américanisation, et aujourd'hui, la colonisation tutsi. J'explique. Les États-Unis d'Amérique n'ont d'autres expériences de colonisation que ce qu'ils ont fait en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Et là, ils ont fait l'extermination des peuples noirs. Ils ont fait l'extermination des peuples indiens sur le territoire américain. Ils ont fait l'extermination des peuples inuits au Canada. Donc, ce sont des peuples génocidaires. Ils tuent tous les peuples qui ne sont pas de leur obédience raciale. Ça, c'est à retenir. Et en Afrique, quand ils ont voulu entrer en Afrique, ils ont fait le premier coup d'État que nous avons connu. Vous savez que le coup d'État que Mobutu a fait contre Kassaboum a été financé entièrement par les Américains qui ont donné à Mobutu 100 000 $. 100 000 $. Et ils n'hésitent pas à le dire. Vous n'avez qu'à lire la biographie de Daveline, de Timberlake, l'ambassadeur qui était ici. C'est écrit. Ils disent, nous avons donné à Mobutu. Mobutu leur a dit, si vous voulez que je puisse faire réussir ce coup d'État-là, il faut me donner de l'argent. Parce que si jamais mes généraux, le coup d'État ne marche pas, mes généraux ne vont pas revenir à leur boulot, ils auront des femmes et des enfants sur les bras. Vous voulez combien? 100 000 $. Ils ont donné. Donc la corruption de Mobutu là n'est pas venue d'ici, c'est là-bas. Ce sont des Américains. Les guerres civiles, si je vous en dénombre ici, vous ne croirez pas. Il y en a eu au moins une cinquantaine depuis que nous sommes là. Et nous avons perdu plus ou moins 13 millions d'Africains. Mais je parle plutôt des moyens économiques, des ajustements structurels. Cheikh Anta Diop dit, les Américains sont entrés en Afrique par l'argent, notre souveraineté interne. Rappelez-vous, c'est quand un Américain arrive à la Banque mondiale, M. Robert McNamara, que commence ce qu'on appelle les ajustements structurels, c'est-à-dire on donne l'argent aux Africains. On dit prenez l'argent pour vous développer. Il n'y a même pas un contrôle, on vous donne de l'argent. Et puis, après 10 ans, 20 ans, il commence à réclamer ces ajustements. Donc la Banque mondiale vous donne de l'argent, et puis les FMI commencent à vous faire l'ajustement structurel. Et nous sommes arrivés à quoi? À ce qu'on appelle PPTE. Et Mobutu, qui était Premier ministre, s'en plaignait, c'est-à-dire ils nous ont demandé qu'on puisse privatiser tout ce qu'il y avait comme des industries congolaises, comme les seuls services qui marchaient bien ont été privatisés. Maintenant, ils utilisent ce qu'on appelle les ajustements fonciers. Comme nous sommes là, nos pays ici vendent des terres aux Américains. Il faudra peut-être qu'un jour, nous puissions avoir des jeunes gens qui puissent faire des enquêtes. C'est vrai que Kabila avait vendu 3 millions d'hectares aux Chinois. Mais maintenant, ce n'est pas seulement les Chinois qui achètent. Ce sont des Américains. Et à travers ce qu'on appelle les fonds de pension. Les fonds de pension américains ont beaucoup d'argent. Ils viennent ici, en Afrique, ici, partout. Ils achètent des terres. Et selon une petite étude menée par Le Monde dans ma poche, plus ou moins 30% des terres africaines n'appartiennent plus à l'Afrique. Plus ou moins 30% des terres africaines n'appartiennent plus à l'Afrique. Les Américains ont même créé une grande entreprise, Millennium, qui achète des terres systématiquement. Vous ne croirez pas, mais c'est Obama qui a donné à cette entreprise a été créée par Bush, mais c'est Obama qui en a doublé les budgets. Donc, systématiquement, ils achètent des terres. Je rappelle ici que la colonisation a commencé comme ça. Les Blancs viennent,
vous donnent des verres, des trucs idiots, vous leur donnez des terres, et puis après, ils vous imposent une législation, prenez vos terres. C'est comme ça que la colonisation a commencé. Donc les Américains utilisent ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la sud-américanisation. Moi, je ne parle pas de balkanisation. La balkanisation a été déjà faite en Afrique, à la conférence de Berlin. Ce qu'on fait maintenant, c'est la sud-américanisation. C'est-à-dire, les pays ont été découpés. Nous avons quand même atteint une certaine stabilité. Mais maintenant, ils viennent pour découper encore les pays découpés, là. Vous l'avez vu avec le Soudan. Regardez l'exemple du Soudan. Quand le général Bachir, avant de mourir, avait fait une interview à Sputnik, il dit « J'ai subi des pressions terribles pour découper mon pays. Je ne veux pas résister. » Et même Onana, notre ami Onana, a écrit un livre là-dessus. Il a dit aux Soudanais « Ne faites pas ça. Vous n'allez pas vous retrouver. Parce que si on découpe un pays comme le Congo ici, nous sommes puissants et forts parce que nous sommes gros, nous avons gagné de superficie, beaucoup de richesses, nous pouvons devenir une grande puissance. Mais si on nous découpe en petits morceaux, nous devenons impuissants. Et c'est ce que l'Amérique est en train de faire en Afrique. Tous les pays qui étaient soumis ici, le Mali, où on a placé, ne l'oubliez pas, c'est Hillary Clinton qui nous dit, nous les Américains, nous créons des milices quand nous voulons. Et quand nous travaillons avec ces milices, quand nous n'en voulons pas, on vous les renvoie chez vous. Il parlait comme ça pour justifier la mort de Kadhafi, qui a été découpé en morceaux, qui a été bombardé. Et on a entendu le chef Obama qui dit non. D'ailleurs, le travail a été fait par les Américains. C'est nous qui avons détruit l'aviation libyenne, tout ça, tout ça. Les Français n'ont rien fait, ils n'étaient pas capables. Donc, c'est ce processus-là dans lequel nous sommes maintenant. Le Nigeria que vous voyez là, il y a une secte qui s'appelle Boko Haram, capable d'imposer une loi à l'armée nigériane. C'est-à-dire, il y a une partie du Nigeria qui n'est pas fonctionnelle, où l'armée ne peut pas aller. Et les gens là viennent comme ça, ils peuvent entrer comme nous sommes ici, nous enlever tous. Donc, petit à petit, ils détruisent la souveraineté interne de nos pays, l'autonomie interne, pour nous affaiblir, pour imposer des milices comme on dit là. J'ai entendu Ruto qui disait aux États-Unis, d'ailleurs, nous avons déposé la question à Tshisekedi, M23 c'est qui? Et Tshisekedi a dit, ce sont des Congolais. C'est curieux. Donc Ruto là, quitte là, son pays, pour aller rapporter ça aux États-Unis. Donc, nous sommes dans une situation assez complexe. Donc, voilà les moyens qu'ils utilisent. Je voudrais terminer cette partie-là en disant que les intérêts américains en Afrique fluctuent en fonction de leur propre agenda géopolitique. Au début, quand ils sont venus ici, ils sont entrés pour, comme je l'ai dit, avec les rapports Ferson, ils sont venus pour prendre des matières premières, n'est-ce pas, tout ça. Et pour prendre ces matières premières, ils ont fait ce qu'on appelle des présidents accommodants. Comme Lumumba n'était pas accommodant, on l'a tué. J'espère que vous connaissez comment on a tué Lumumba. C'est l'ambassadeur américain qui a donné son avion. On est allé arrêter Lumumba entre Mapango et Ilebo. Ils ne se sont même pas gênés de mettre du carburant dans un avion pour envoyer Lumumba de Mwanda jusqu'au Katanga. Et n'hésitent pas. Donc, nous ne devons pas n'est-ce pas, avoir peur pour dire des choses. Maintenant, là, ils utilisent la colonisation Tutsi. Pourquoi? Les gens ont l'impression qu'on recourt au Tutsi, à Kagame, parce qu'il est cruel. C'est vrai. Parce qu'il tue sans pitié, oui. Mais c'est surtout parce que les Tutsis sont la seule tribu africaine qui est génocidaire comme l'Occident. Et ça, c'est Cheikh Anta Diop qui l'écrit. Voilà, ce livre est publié il y a une quarantaine d'années, mais il parle déjà de tout ce que nous connaissons là. Il dit, en Afrique, la seule tribu génocidaire, c'est les Tutsis. Ils ressemblent aux Occidentaux. Les Occidentaux, c'est qui? Quand vous allez en Occident, là, toutes les vieilles tribus qu'on a apprises quand nous étions à l'école primaire,
les Étrusques, les ceci, n'existent pas. Parce que chez eux, ceux qui prennent le pouvoir détruisent ceux qui ne sont pas de leur tribu. C'est ainsi qu'ils sont. Les Américains arrivent, ils trouvent les Indiens aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent tout simplement les Indiens. Et les Indiens qui résistent sont placés dans de, n'est-ce pas, dans de, comment dire, dans des réserves, où on n'envoie que du whisky frélaté. Donc, au Canada, là, quand vous y arrivez là, il y a une tribu propriétaire du Canada qui s'appelle les Inuits. Ils sont exterminés. Donc c'est leur système. Et les Tutsis sont la seule tribu africaine qui a les mêmes critères d'extermination. On en a venu ici, il nous a dit, Kagame ne veut pas venir ici, les Tutsis ne viennent pas ici pour rester avec nous. Ils viennent pour nous chasser. C'est ça leur culture. Ils ont chassé les Hutus. Tout ce que vous dites là, ils ne sont pas là. Ils ont gardé quelques Hutus pour la figuration, mais les restes chassés, tués. Donc ils ne viennent pas ici, comme les gens l'entendent ici, pour vivre avec nous. Non, c'est faux. Qu'ils soient déguisés en Banyamulenge, qu'ils soient déguisés en rwandophone, non. Et les Américains le savent. C'est pour cela qu'ils tiennent à ce que les Tutsis prennent des pouvoirs politiques. Alors ça va résoudre le problème essentiel des Américains, c'est-à-dire le contrôle de des populations africaines. Ils vont assassiner, tuer. Petit à petit, ils vont y aller, et vous voyez, c'est comme ça qu'on extermine. Je vous rappelle que c'est comme ça qu'est née l'Australie. L'Australie, c'est quoi? C'est quelques bandits anglais, quelques enfants de mauvaise vie qu'on met dans des bateaux. Ils sont au nombre de 630. En 1720, on envoie là-bas. Et dès qu'ils arrivent, ils trouvent les aborigènes. Ils tuent tous les aborigènes. Il n'en reste même pas plus de 5 millions au jour d'aujourd'hui. Et c'est quand ils sont à ce nombre-là qu'ils se décident de faire une loi pour dire que les aborigènes peuvent acquérir la nation australienne. L'Amérique, là, c'est la même chose. Ils vous racontent que non, ce sont des Huguenots, des gens qui ont fui les guerres de religion. Ce sont des gens de mauvaise vie mis dans un bateau chassé et qui sont allés tuer les Indiens pour construire la dictature d'Amérique. Ils n'ont pas d'autre culture. Cheikh Anta Diop dit, les Américains sont arrogants, ils n'ont pas de culture. Ils n'ont du nègre une idée criminelle. Pour les Américains, tel qu'ils sont là-bas, les nègres ne méritent que d'être pendus chaque semaine. C'est ainsi que les rentrées en Afrique est d'une violence rare. Vous criez là, quand vous dites non, voilà 15 millions, ils voient tout ça. Mais regardez ce qui se passe en Palestine. Au moins là-bas, la guerre est montrée. Vous avez vu, non? Mais ils gardent les yeux fermés. Ils disent à Israël, oui, mais il faut maintenant arrêter. Arrêter quoi? On a détruit toute la Palestine. Mais ça fait partie du système. C'est-à-dire, les Américains laissent-les obliger, les pays pivots, on les laisse commettre des crimes pour qu'ils leur soient redevables. Parce que les pays là vont se rendre compte que si les Américains ne nous protègent pas, les pays qui nous entourent vont nous achever. Même Israël a peur. Dernièrement, l'Iran a jeté des bombes sur Israël. Mais les Américains ont dit à Israël, ne réagis pas. Ces gens-là, ils sont capables maintenant de vous détruire. Mais on laisse Israël commettre beaucoup de crimes en Palestine pour que les Américains puissent dire, si nous ne sommes pas là, ces gens-là vont vous avaler. Et c'est le même problème que nous avons avec Kagame ici. Donc, si vous voulez arriver à à mettre fin à tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais faites comme les Iraniens. Faites comme les Iraniens. Les Iraniens, aujourd'hui, l'Iran est sorti de la guerre qu'on lui a imposée, est sorti une puissance. Ils ont fait une mobilisation incroyable. L'Iran. C'est comme le Vietnam. C'est comme la Corée du Nord. Donc, nous devons aujourd'hui, je vais y aller comme ça pour dire, la guerre qui se passe ici chez nous n'est pas une guerre congolaise, elle est africaine.
Peut-être que c'est ça ce que j'ai accepté quand j'ai vu le président Tshisekedi faire beaucoup de courses, tourner, parce qu'il sait que ces gens-là peuvent l'humilier. Quand on a commencé les tueries, les Tutsis au Rwanda, les Américains ont envoyé 1000 hommes au Burundi. 1000 soldats, 1000 marines sont restés là-bas, à l'aéroport, tout l'aéroport du Burundi. Le président qui était là n'a même pas pu poser la question pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ce sont ces gens-là qui étaient venus pour intimider les Français, pour leur dire enlevez vos barrières là, laissez les Hutus fuir vers le Congo. Obama est venu ici, Onana est venu ici. Il nous a dit voilà les Américains, il a cité les noms, voilà ceux qui ont fait tout ce que nous subissons ici. Donc au jour d'aujourd'hui, nous devons avoir la même attitude que les Iraniens. C'est-à-dire, nous fermons les yeux. Nous n'ouvrons les yeux que pour nous mettre ensemble pour dire non à l'asservissement. Ce qui nous attend, ce n'est pas, je vous l'ai dit, parce que j'ai emmené toute la documentation ici, les gens qui voudront voir, je suis allé chercher des arguments sur Cheikh Anta Diop, qui s'est posé la question, il dit, maintenant que les Américains vont entrer sur l'Afrique, qu'est-ce qui va nous arriver? Ce qui nous arrive, c'est ce que nous voyons ici. C'est-à-dire une décapitation. Ils vont nous émietter. Mais regardez l'exemple du Soudan. Le Soudan a été découpé en 2 morceaux. Soudan et Sud-Soudan. Mais on ne parle pas de Darfour. Pourquoi est-ce que la guerre continue? C'est parce que le Soudan, là, on veut encore le découper en morceaux. Et le Soudan, c'était le seul pays qui était avant l'Afrique, avant la RDC, dans la superficie. Et la RDC est soumise depuis une trentaine d'années, comme vous le dites là, sur tout ça. C'est-à-dire nous sommes déjà devenus faibles. Si nous ne nous réveillons pas, si nous ne nous mobilisons pas, et pour faire la mobilisation, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Ce n'est pas un cardinal qui se réveille le matin et dit non, je donne raison à l'Alliance. Non. À ce niveau-là, ça c'est de la trahison. Nous avons besoin que les leaders d'opinion, que les élites intellectuelles, économiques, que nous puissions nous dire tous ensemble que ces pays est le seul que nous avons. Si nous les laissons partir, si on ne les découpe pas, c'est ceux qui vont découper là, ne vont pas s'arrêter. Le Rwanda va prendre les parties de Rutshuru partout là-bas, Bunagana, tout ça. Et puis on se réveille un matin, l'Angola dit non, moi je prends Kayemba, je fais ceci. Et puis on se réveille le matin, Congo-Brazzaville nous menace de prendre Maluku, tout. Et ça va aller comme ça et nous allons disparaître comme peuple historique. Donc si nous avons accepté de faire toutes ces conférences, c'est pour justement dire que les enjeux au jour d'aujourd'hui font que les Américains n'ont plus besoin de venir chercher des matières premières. Non. D'ailleurs, ils sont engagés, ils avaient des entreprises ici qu'ils ont vendues aux Chinois. Et ce qu'ils veulent, c'est tous les pays ici, tel qu'il est dans son état là. Donc il y a des enjeux climatiques qui font que l'Occident, étant incapable d'arrêter la croissance économique, c'est la croissance économique qui produit des gaz carboniques, qui détruit l'atmosphère. Vous avez déjà vu un pays européen qui vous dit que moi, je veux diminuer ma croissance économique? Non. Chaque jour, ils prennent des décisions pour faire de la croissance économique. La course à la croissance économique produit des gaz, produit tout ce que vous voyez ici, l'azote, tous les mauvais gaz qui détruisent l'humanité. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que l'Afrique ici soit maintenue dans son état où il est là, pour absorber les gaz qu'ils produisent, sans même nous faire des compensations. Donc si vous voyez les Américains qui sont en train de placer les Rwandais au Centrafrique
au Congo-Brazza et tout cela, c'est partout là-bas, les Tutsis vont prendre le pouvoir politique. Et ils vont arrêter l'Afrique telle qu'elle est là, pour qu'elle soit le puits de carbone. Il faut voir, les Américains ont commencé, il y a maintenant dans nos universités ici, on finance des facultés de droit, d'environnement, et dans ces facultés-là, il y a des nouvelles notions qu'on appelle des crimes environnementaux. C'est-à-dire, quand le Sénégal, qui a découvert qu'il a un peu de pétrole, ça peut l'aider à aller de l'avant, on dit au Sénégal, non, si vous allez faire l'exploitation pétrolière, vous allez commettre des crimes environnementaux. J'ai suivi Macky Sall en train de crier, il dit non, vous n'allez pas nous empêcher de nous développer. Macky Sall, avant de partir. Donc c'est l'ensemble de tout ça, ces enjeux-là, qui font que l'Afrique n'est plus seulement puisée pour ses richesses minières, mais aussi pour, n'est-ce pas, ses forêts, ses eaux, ses tourbières, et que pour que ces eaux-là, ces forêts et ces tourbières soient utiles à l'Occident, elles doivent rester dans l'état où elles sont. Donc, ça fait partie, c'est ici qu'on utilise aujourd'hui les Tutsis, qui sont capables, n'est-ce pas, de jouer ce rôle-là, petit à petit. On leur dit non, non, allez-y, nous allons vous aider et nous allons souffrir. Ce qui se fait en Angleterre, on l'oublie parfois, on croit que c'est l'Angleterre, non. C'est en envoyant des enfants de mauvaise vie là qu'on a créé l'Australie. Ce sont les mêmes là qu'on va nous envoyer ici. Ils vont venir s'installer à Kigali. Comme Kigali est tout petit, ils entrent chez nous, petit à petit. Et c'est ce que craignait Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop disait qu'il faut craindre, n'est-ce pas, que les populations africaines, que les populations noires soient exterminées et que l'Occident puisse prendre notre place. Parce que mine de rien, nous sommes encore sous-peuplés. Un pays comme le Congo, c'est un pays très sous-peuplé. Et même notre occupation spatiale est très faible. Est-ce que vous savez que le Congolais, ici, nous n'occupons que 14% de notre espace spatial? 14%. Et le reste est occupé par qui? Par des forêts, par des villes, par des animaux. Donc nous avons intérêt à ce que nous puissions nous réveiller. Nous puissions nous mettre ensemble. La mobilisation, ce n'est pas une affaire de l'État, c'est une affaire du peuple. Le peuple est conscient qu'il est souverain. Quand on dit qu'il est souverain, ça signifie qu'il est le propriétaire du sol et du sous-sol. Le peuple souverain se met ensemble avec ses étudiants, avec ses élites, se mobilise. Aujourd'hui, la mobilisation au Congo peut prendre des formes plus performantes. C'est ce que nous disons à M. Tshisekedi, Félix Antoine, que l'armée doit devenir un espace gagnant pour la jeunesse congolaise. L'armée que vous voyez là doit devenir un espace gagnant pour la jeunesse congolaise. Vous ne pouvez pas faire une grande armée s'il n'y a pas de propositions d'amélioration de la qualité de vie pour les jeunes qui vont s'y engager. Regardez les Américains, ils ont une grande armée. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, celui qui va dans l'armée a droit aux soins médicaux universels. Dès que tu as fait un jour dans l'armée américaine, et qu'on te prend, on t'envoie à Cuba là, tu fais 2 jours, tu rentres, on t'appelle vétéran. C'est-à-dire tu es allé sur un champ de bataille. Et on te dit, tu as droit aux soins médicaux universels, toute ta vie. Tu peux prendre un appartement que l'État va financer. Tu peux faire des études. Chaque vétéran américain peut faire des études à n'importe quelle université, aux frais de l'État. Il faut qu'au jour d'aujourd'hui, si la conscience vraiment devient palpable, qu'on voit que l'armée congolaise là est devenue un objet de tout notre respect. On ne doit pas laisser l'armée congolaise dans les mains des aventuriers
qui prennent de l'argent, non. On ne s'en sortira pas. Donc ça, je donne des pistes évidentes où nous pouvons nous mobiliser pour aller de l'avant. Il y a une autre piste, c'est la loi Tchani. Mobilisons-nous pour que cette loi passe, soit votée. C'est une erreur de penser que tout ce qu'on raconte ici, que les Tutsis qui vivent avec nous ici, les Banyamulènes et tout ça, vont changer le système. Non, ils ne changeront jamais. Pour la simple raison qu'ils ont l'attitude du dominateur. Ils sont dominateurs et tous les pays du monde, les gens aiment dominer. Proclus, dans le protocole, dit les jeux que les gens aiment dans le monde, c'est la domination. Un homme dans son ménage aime dominer, la femme dans son ménage aime dominer, l'enseignant. Donc c'est les meilleurs jeux que les gens aiment. Donc, comme nous sommes là au Congo ici, si nous ne votons pas cette loi pour identifier les étrangers, pour les empêcher d'accéder à des postes de grande responsabilité, nous ouvrons la porte à notre propre servitude. Donc la mobilisation ne doit plus se faire simplement comme une mobilisation enfantine, non. On se met debout, on s'assoit devant le Parlement, on dit nous voulons que la loi là soit programmée. Peut-être qu'elle ne passera pas, mais qu'elle soit programmée. Nous nous mettons debout, nous allons dans la rue, nous disons notre armée est mal gérée. Notre armée est mal gérée. Nous avons au jour d'aujourd'hui, l'armée a un budget de 10% du budget national. Mais on a dit, il y a un budget pour les ministères, il y a un budget pour l'armée. Les ministères coupent cette assertion-là, continuent à gérer tout le budget de l'armée. Et l'armée souffre. Ce n'est pas normal. C'est là la mobilisation. Nous nous mettons debout et disons non, non, il faut que la loi de programmation militaire là, soit respectée. Donc nous n'allons pas continuer à dire oh, mobilisation sur des bases tout à fait abstraites, non. Il y a des bases, n'est-ce pas? Il y a des bases empiriques, matérielles, sur lesquelles nous pouvons asseoir notre action. Un pays comme le nôtre, il faut que les services militaires soient obligatoires, ne fût-ce que pour une année ou deux. Pourquoi ça traîne? Donc c'est l'ensemble de tout ça, chers amis. Quand vous découvrez des ennemis comme les États-Unis, qui chez eux font des services militaires obligatoires, une véritable obligation. Vous savez que Mohamed Ali avait perdu son titre de champion du monde pendant 6 ans parce qu'il a refusé d'aller s'engager au Vietnam. Donc on ne joue pas avec ça. Donc petit à petit, mes chers amis, la mobilisation signifie, n'est-ce pas, découvrir, mettre à nu certaines actions qui doivent être menées, sinon nous allons perdre notre vie. Voilà ce que je voulais dire. C'est vrai que il y a beaucoup de choses à dire, mais nous pouvons en discuter au cours du débat et je vous remercie. Je vois l'intervenant, le professeur Kaboumal. Je pense, pour le plaidoyer du professeur Kaboumal, que l'intégration économique peut jouer un rôle déterminant dans la promotion de la stabilité régionale dans la région du Grand Lac africain. Alors la question est celle-ci. Comment l'assurer alors que nous ne nous faisons pas confiance? C'est un Moulouba au pouvoir, je ne suis pas partant. C'est un X au pouvoir, pour l'autre tribu, je ne suis pas partant. Alors, la difficulté que nous avons dans l'intervention du professeur Kaboumal, c'est que comment qu'il nous donne la formule, comment assurer cette intégration économique alors que nous ne nous faisons pas confiance.
nous risquerons de rester une nation qu'on va balayer du revers de la main et nous n'existerons pas comme nation. Voilà le petit bout du sel que j'ai apporté à ce forum. Merci. Maître qui a parlé de comment s'assurer que nous ne faisons pas confiance, tout ça. En fait, moi je voudrais plutôt que nous puissions réfléchir chronologiquement. Nous accédons en 1960 à l'indépendance, donc à la souveraineté nationale et internationale. Et en 1996, ce pays est conquis par des armées coalisées, rwandaises, burundaises, tout ce que vous voulez. C'est ça l'histoire du Congo. Donc, notre indépendance n'a duré que pendant 36 ans. J'espère que les Congolais s'en rendent compte. Nous avons accédé à l'indépendance difficilement en 1960. Et 36 ans après, 37 ans après, cette indépendance, cette souveraineté est pratiquement perdue parce que nous sommes occupés par des armées coalisées, rwandaises, burundaises, tout ce que vous voulez. Et qu'à partir de 2000-2001, nous sommes gérés par un étranger qui s'appelle Kabila Joseph, qui va gérer ces pays pendant une vingtaine d'années. Et qu'il n'y a pas longtemps, en 2019, un Congolais accède à rentrer au pouvoir parce qu'il y a eu la volonté du peuple de regagner sa souveraineté nationale. C'est Félix Tshisekedi qui est là, qui a fait un mandat et il commence un deuxième mandat et nous n'arrivons pas à avoir un consensus pour une détermination, pour une action, n'est-ce pas, décisive contre l'ennemi. Parce que c'est ça le problème. Et que maintenant, ce n'est pas Kabila, un étranger, un Rwandais, qui a géré ce pays avec ses frères rwandais, les Rouberois, les Bizima, tous ces petits mondes-là, qui s'est intéressé à gagner de l'argent. Ils se sont enrichis, parce que c'est ça leur faiblesse, c'est l'enrichissement. Et puis, ils ont créé même leur propre pays, Minembwe, tout ça. Et puis, Tshisekedi prend le pouvoir, que ce soit dans n'importe quelle condition, mais le pouvoir est revenu dans les mains des Congolais. Et pendant 5 ans, nous avons été incapables d'avoir un consensus pour dire nous allons entreprendre une action décisive contre un pays comme le Rwanda, qui n'a pas de profondeur géopolitique, c'est-à-dire qu'on peut y entrer et sortir. Et jusqu'à présent, nous avons eu un gouvernement, pendant 6 mois, nous avons eu des élections, pendant 6 mois, il n'y a pas de gouvernement, et l'armée est toujours mal gérée, les gens continuent à voler. Je me dis, quel est notre avenir? C'est ça. Parce que moi, je me dis que Tshisekedi étant au pouvoir, on doit être en mesure de construire un consensus sociétal puissant qui nous permet de vaincre tous les ennemis et leurs corollaires. Donc voilà ma problématique. Donc, j'entends ici, j'ai entendu quelqu'un dire ici que sous Mobutu, il y avait beaucoup de dignité. Mais posons-nous la question. C'est Mobutu là, qui nous gère pendant 36 ans, et pendant ces 36 ans, on nous arrache le pouvoir et on les chasse comme un malpropre. C'est lui qui nous a géré pendant 30 ans. Et c'est lui qu'on a chassé par des armées coalisées comme un malpropre. Où est la force qu'il avait? Donc, nous avons des choses, nous-mêmes, mes frères et sœurs, nous devons réfléchir sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui a pu se casser dans notre cerveau? Qu'est-ce qui s'est cassé dans notre être? Sommes-nous encore des humains? Tout ce que nous nous posons comme question ici, c'est parce que nous nous rendons compte que malgré les retours du pouvoir dans les mains des Congolais, les Congolais sont incapables d'avoir un consensus, de s'entendre sur des choses, n'est-ce pas, importantes qui font avancer leur société. C'est là la difficulté. Donc, bon, comme a dit Maître Kemou, qui dit que comment stabiliser, comment nous ne faisons pas confiance. Mais cette problématique de confiance date d'il y a longtemps. Il y a une vingtaine d'années, je voyais Moulumba ici me suivre dans la rue. Kabongo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis, mais ce qui s'est passé, c'est que
nous ne sommes pas capables, nous Congolais, de nous enrichir. Parce que nous ne nous faisons pas confiance. Un Congolais veut faire l'affaire avec un homme corrompu comme un Camerounais, avec un voleur comme un Brasilois, mais pas avec un autre Congolais. Vous allez vous enrichir comment? Et regardez comment toutes ces petites tribus ici, qui viennent ici s'enrichir, les Chinois, les Indiens, les Afghans, toutes ces petites tribus-là, ils viennent ici, et les Libanais, vous les voyez venir ici à pied, sans rien, et demain vous le voyez dans les magasins de son frère, en train de surveiller un Congolais, après demain lui-même il a un autre magasin. C'est ça, ils se font confiance. Ils se reconnaissent comme peuple. Et les mêmes incapacités que vous développez ici, là, vous les transportez même aux États-Unis, en Belgique, partout. En Belgique, qu'est-ce que font les Congolais? À part les Philippines ici qui font des recherches. Tous les restes là, et dans la religion. Oh, maman pasteur, papa pasteur. Vous allez à Londres là, vous trouvez un beau garçon qui a un diplôme ici. Oh non, il est papa pasteur. Vous arrivez aux États-Unis, vous trouvez un homme, un monsieur, il travaille parce que la diaspora américaine, la diaspora congolaise aux États-Unis est la plus aimée par les autorités américaines. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont laissé pendant les lotteries DVD là, la loterie de voyage là, laissé ici pendant 30 ans. Eux-mêmes disent que la diaspora congolaise est la meilleure diaspora du monde. Pourquoi? Parce que les Congolais ne font pas la politique aux États-Unis. Tous les pays, tous ceux qui sont là-bas, les Chinois, les Indiens, font la politique, c'est-à-dire ils sont capables de former un groupe, s'organiser, capables de prendre la parole, de dire aux Congrès américains, respectez-nous, respectez notre pays. Les Congolais, non, ils ne sont pas capables de ça. Et un Congolais vit à New York, il loue un appartement de luxe à 3 000 $. Mais il est seul avec un seul enfant. On lui dit, mais faites attention. Il y a un Chinois à côté de toi là. Ils louent le même appartement. Mais ils sont 18 dans l'appartement. C'est-à-dire tous les Chinois qui sont venus là, étudiants, tout ça, avec leurs bourses, ils les logent. Et tous partagent les frais de l'appartement. Au lieu de payer 3 000, 2 000, ils payent 250, 300 et ils payent l'appartement. Et les restes là, ils font la réserve d'argent. C'est ça la capacité organisationnelle. On s'organise, il suffit de se mettre ensemble pour produire l'argent. Il n'y a pas d'autre chose. Mais vous n'êtes pas capable de ça. Même ici au Congo, nous sommes ici. Vous avez vu des Congolais, on fait quelle entreprise. Obasanjo disait aux Nigériens, il dit, mais nous avons beaucoup de richesses. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un Nigérien qui apparaît dans Forbes comme un homme riche? Et ils ont crié. Le papa qui fait les ciments là au Nigeria, c'est crié par l'État nigérien. Aujourd'hui, il apparaît dans Forbes comme l'homme le plus riche d'Afrique. Donc nous les Congolais là, il y a quelque chose qui s'est cassé dans nous, qui fait qu'au lieu d'être des hommes, nous sommes devenus des chiffons, des choses qu'on piétine, que les Rwandais veulent. Que les Rwandais là, ils sont ici. Ils sont dans nos services de l'État, dans nos banques. Ils sont dans tous les services. Quand vous dites non, nous voulons payer un drone, mais le matin, tout est dans la presse, parce qu'il y a un Rwandais quelque part dans la chaîne de commandement qui trace, qui dit. Si nous ne sommes pas capables de connaître les infiltrés qui sont là, qui nous font du mal, de les identifier, de dire, messieurs, et pas un abus, ils allaient awater. Nous avons peur. Vous allez changer où? Vous savez pourquoi est-ce que les gens veulent l'argent? Quand des gens, quand un peuple, quand des gens, nous ne sommes pas un peuple, nous sommes une population. C'est-à-dire, quand les gens ne se reconnaissent pas comme il y a des responsabilités communes. Parce qu'un peuple, c'est ça. Un peuple, ça dit quelqu'un qui se réveille un matin, il se sent responsable de tous les enfants congolais qui passent devant lui. Il se sent responsable de toutes les femmes qui passent. Et quand il a sa voiture, il passe comme ça, il voit des enfants dans la rue, il dit, arrêtez-vous, vous là, vous allez où? Entrez, je vous dépose. Si c'est sur la route. Quand il y a un Congolais qui s'arrête pour prendre un autre Congolais, même sous la pluie. Non. Donc nous avons quelque chose qui s'est cassé irrémédiablement, comme disait mon ami Kamal. Il dit irrémédiablement.
Cette incapacité-là fait que nous ne pouvons pas nous faire confiance. Mais alors, quelle est la place de l'État dans tout ça? C'est pour ça qu'il faut juger la gestion de Mobutu. Contrairement à ce que vous croyez, moi je me suis dit, Mobutu a été placé à la tête de l'État pour détruire l'humanité congolaise. Et il l'a détruit, et nous sommes devenus ce que nous sommes ici, des zombies. Et on peut faire vraiment une chronologie, un diagnostic, comme dit mon ami. Mobutu prend le pouvoir en 65. 66-67, il fait une constitution où il annule la gratuité de l'enseignement. C'est l'enseignement qui est parmi les choses premières qui fondent une nation, c'est l'enseignement. Il annule la gratuité de l'enseignement. Et quelque temps, dans les années 80, avant de mourir, il nous impose de payer les salaires avec son frère Etchou qui nous dit et les couleurs commencent au Congo. Donc, on peut faire une herméneutique de la destruction du Congo par Mobutu. Et c'est pourquoi il a été la première victime chassée. Et au jour d'aujourd'hui, moi j'enseigne à l'université. Comme dit un enfant a dit là, tout à l'heure, que les enfants ne sont pas dans le département d'histoire. C'est une vérité éclatante. Il dit qu'il y a beaucoup de me disent, ah bon, je suis surpris. Quand je vais à Brazza ici, une classe qui est prévue pour 300 enfants, il en trouve 1800. Milal le sait, parce qu'il ne l'a pas dit, il l'a dit publiquement avec Milal, qui est notre chef de département de philosophie à l'UNIKIN. Il trouve 1800 enfants pour une classe prévue pour 300 enfants en histoire. Ici au Congo, ici, les gens disent, l'histoire, comment tu vas vivre? Mais pensez le Congo comme dit Bilolola, c'est penser l'histoire. C'est l'histoire ici, parce que nous ne l'avons pas enseigné aux enfants, parce que nous ne l'avons pas enseigné dans les écoles, qui fait que les Congolais ne se reconnaissent pas. Ne se reconnaissent pas. C'est l'histoire ici qui fonde la nationalité congolaise. C'est quand on apprend l'histoire qu'on finit par être convaincu de la communauté d'origine. Il faut retenir ces mots-là. La communauté d'origine, c'est le sentiment que partage un peuple d'appartenir à une même mère et à un même père. C'est ce sentiment-là qui font le patriotisme, qui font de la confiance mutuelle, qui font de tout le reste la solidarité. Vous comprenez, mes amis? Mais tant que vous n'avez pas enseigné l'histoire là, telle qu'elle est, et puis nous avons une histoire qui a été écrite. Les Naïwés ont passé le temps à écrire cette histoire. Les Likamboko, nous avons des histoires mondiales, des historiens mondialement connus, des Bulolo ici, qui vont au-delà de l'histoire. Alors pourquoi est-ce que nous ne l'enseignons pas? Parce que nous avons eu à la tête de l'État des individus qui pensent que la nation se construit comme, je ne sais pas, comme une boutique, non. La nation se pense chaque jour et se construit au jour le jour. C'est une tâche des élites qui pensent chaque jour, qui construisent. Et à la fin, vous avez un peuple, c'est-à-dire qui se connaît, qui se respecte, qui fait qu'en se faisant confiance, en se solidarisant, il ne peut plus voler l'argent de l'État. Il dit non, ça c'est l'argent de mes enfants, de mes frères et sœurs. Les gens qui volent là n'ont pas le sentiment d'être des Congolais. Ce sont des gens qui ont le sentiment d'être des étrangers. Et quand ils vous regardent passer, ils disent ah, Bangopé, il dit bon, donc c'est ça, mes amis. Une autre fois, là, organisez-vous pour m'inviter, je vais vous expliquer ça tout petit, tout petit. Pour aujourd'hui, j'ai fini. Je vois que mon ami Clinton est fâché. Non. Merci.